projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui ont fait bouger les lignes en 2023. L'occasion de revenir avec nos invités sur la marche de l'Afrique ces derniers mois. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rétrospective 2023 avec nos invités de cette année. Comment le continent s'adapte et résiste pour faire face à un contexte international complexe tout en faisant entendre sa voix. C'est ce que nous allons découvrir en retrouvant quelques-uns de nos invités. L'industriel Menno Holteman, avocat des ressources en eau, la banquière africaine de l'année Esther Kariuki, l'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal, l'économiste malien Modibo Mao Makalou et le musicien nigérian Madunyori Kayode Idowu. Réduire le chômage et améliorer la couverture d'électricité du Nigeria, c'est un espoir grâce à l'initiative White Consult qui forme à l'installation de panneaux solaires. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Un travail pénible et des femmes déterminées capent sur le site de concassage de granit de Parakou au Bénin qui attire plus de 600 personnes chaque jour. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes pour faire ton job. Chômage et pénurie d'électricité, deux mots récurrents au Nigeria auxquels un homme a décidé de s'attaquer. Comment? En fondant un programme de formation de jeunes Nigérians à des compétences techniques d'installation de panneaux solaires. Cette initiative White Consult pourrait faciliter l'arrivée de ces jeunes sur le marché du travail et aussi fournir de nouveaux bras à l'installation ainsi qu'à la maintenance de panneaux solaires sur les toits des entreprises et des particuliers. Notre journaliste Hugo Uana a voulu en savoir plus. Regardez. Grâce à son institut de formation White Consult, Adebola Anofi, un jeune entrepreneur nigérian actif dans le secteur des énergies renouvelables, donne à de jeunes Nigérians sans emploi les moyens de relever les innombrables défis auxquels le secteur de l'électricité est confronté au Nigeria. Au fil des ans, l'approvisionnement en électricité a été une source de préoccupation majeure qui entrave la croissance économique du pays. Selon un rapport récemment publié par la banque Sterling et Steer Data sur la résolution de la crise énergétique, 43% de la population du Nigeria n'a pas accès au réseau électrique. Cela signifie que 85 millions de Nigérians ne peuvent pas recevoir d'électricité du réseau de distribution nationale. J'ai grandi dans un quartier, un lotissement, où l'on a l'impression qu'à partir de 19h, il n'y a presque plus d'électricité en provenance du réseau principal. Les groupes électrogènes hurlent partout, l'environnement est pollué. On peut à peine respirer l'air et tout cela est devenu une source d'inquiétude pour moi. Je me suis assis un jour et j'ai commencé à examiner la situation. N'existe-t-il pas des moyens écologiques de produire de l'énergie sans polluer l'environnement ? La volonté d'Adebola d'atténuer les problèmes en proposant des solutions écologiques pour l'alimentation en énergie alternative au Nigeria l'a conduit à créer l'Institut de formation White Consult. Objectif, permettre aux jeunes Nigérians d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des fournisseurs de solutions dans le domaine des énergies renouvelables et de trouver des emplois en tant que techniciens en convertisseurs d'énergie solaire. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Nous avons déjà eu 3 groupes de formation, avec déjà environ 75 étudiants qui sont passés par l'Institut de formation. Et ce dernier groupe est celui qui a vraiment apporté ce que nous appelons l'égalité des sexes. Car ces dernières années, nous n'avions pas de femmes dans cet institut de formation. Mais l'an dernier, nous en avons eu 3. Déjà, dans la présente session de formation, nous avons déjà une femme. Je m'adresse à tous ceux qui me regardent en ce moment, même aux femmes et aux dames. Comme vous pouvez le constater, je suis une femme mariée avec 2 enfants. Et je fais tout ce chemin depuis le confort de ma maison pour venir apprendre ceci. Et je me suis rendu compte que moi-même, je peux le faire mieux que ces hommes. C'est donc la raison pour laquelle je suis venue acquérir ces connaissances de base pour être un fournisseur de solutions. Ifeoluwa, cette unique technicienne stagiaire de la promotion actuelle,
brise les barrières et les stéréotypes au sujet de l'implication des femmes dans l'acquisition des compétences et de l'expertise nécessaires pour avoir un impact dans ce secteur. Lorsque nous examinons ce problème d'électricité, nous constatons que la plupart des enfants qui rentrent de l'école, certains d'entre eux rentrent tard dans la nuit et à cette heure-là, il n'y a pas d'alimentation électrique. Ils finissent par utiliser des lampes locales comme des lanternes ou des bougies, ce qui n'est pas suffisant pour leurs études. Ils ont besoin d'un environnement bien éclairé pour pouvoir étudier et obtenir de meilleurs résultats. Il est important de noter que les composants de ces convertisseurs solaires sont réutilisables et recyclables, ce qui rend leur utilisation plus sûre et plus propre dans les maisons, écoles, hôpitaux et bureaux. Chaque produit que nous, humains, consommons a un cycle de vie. Si nous continuons à fabriquer des produits qui ne sont pas recyclables, nous finirons par créer une autre forme de pollution, alors que nous sommes en train de résoudre un problème. Si vous regardez les panneaux solaires, si vous regardez les batteries, ce sont tous des produits recyclables. Récemment, le gouvernement de l'État de Lagos s'est également associé à nous pour trouver des moyens de recycler ce produit. Ils ont un site de décharge où nous emmenons ces produits lorsqu'ils ont atteint leur durée de vie. Ils ont un moyen d'extraire différents composants de ce produit. Les efforts d'Adebola dans sa communauté et au Nigeria en général n'ont pas été ignorés. Il s'est associé aux autorités locales et étatiques et plus récemment aux banques, proposer des options de paiement échelonnées aux clients afin qu'ils puissent se procurer des onduleurs solaires. Il a reçu des prix pour ses contributions à la société. J'ai été reconnu dans ma communauté, la zone de gouvernement local des Jigbo, comme business person de l'année 2020. J'ai également été reconnu comme finaliste pour le titre d'entrepreneur de l'année 2020 et d'autres encore. La contribution d'Adebola ne se limitera pas à créer des emplois et des sources alternatives d'approvisionnement en électricité pour les Nigérians, mais elle devrait apporter un lieu de vie plus sûr grâce à ses solutions respectueuses de l'environnement. Son approche répond à 5 des 17 objectifs de développement durable, à savoir l'objectif 1, pas de pauvreté, l'objectif 3, bonne santé et bien-être, l'objectif 5, égalité des sexes, l'objectif 7, énergie propre et abordable, et l'objectif 13, action pour le climat. Il s'agit en fait d'un appel à l'action pour des solutions et des formations plus pragmatiques qui pourraient atténuer considérablement les problèmes de chômage et d'énergie qui prévalent au Nigeria. Accès à l'énergie, mais aussi à l'eau, ce sont des préoccupations de tous les jours. Et les décideurs industriels prennent conscience des liens de plus en plus étroits entre ces ressources essentielles et les choix des populations, particulièrement en Afrique. C'est le cas d'un des leaders mondiaux du secteur de l'eau, Menno Holterman, le directeur général de Nairusor Industries, m'a confié son analyse. Je pense que nous devons vraiment comprendre que la pénurie d'eau et les sécheresses amènent les gens à faire le choix de rester ou de partir. Et c'est ce que font les gens aujourd'hui. Et nous constatons que certaines crises dans la région, voire les guerres, ont commencé et se sont accélérées parce que pendant très longtemps, les populations n'ont pas pu supporter les sécheresses et qu'elles ont dû chercher des endroits plus sûrs pour avoir accès à l'eau et à la nourriture. Ce qui entraîne également des migrations. Il s'agit donc d'un sujet où, en fin de compte, si nous voulons nous assurer que les gens restent et puissent vivre dans les environnements naturels où ils sont nés, nous devons leur fournir un accès à une eau propre et abordable. C'est vraiment là que tout commence. En plus de cela, il est possible de développer des activités économiques qui génèrent également des emplois et qui permettent aux gens de mener une vie décente et de développer leur bien-être. Et au final, cela stimule, disons, les économies. L'eau a un rôle à jouer dans la sécurité alimentaire. Que faites-vous dans ce domaine ? L'agriculture, bien sûr, joue un rôle très important. Et plus de 70% de l'eau douce dans le monde est utilisée à des fins agricoles.
Tout d'abord, nous devons aider le secteur agricole à utiliser l'eau de la manière la plus efficace possible et toutes sortes de nouvelles technologies sont déjà appliquées ou le seront dans les années à venir pour utiliser l'eau de manière très précise. Les données GPS, les données sur l'eau et les données sur le sol sont connectées afin d'optimiser les rendements, les cultures et la qualité des cultures. Nous disposons d'un grand nombre de technologies qui nous permettent de récupérer des engrais organiques à partir de nos flux de déchets, dont vous avez bien sûr besoin pour faire pousser les cultures. Et nous voyons de plus en plus de cultures en serre, parfois verticales. Il s'agit donc d'utiliser, disons, une zone fermée afin d'utiliser efficacement l'eau et les nutriments pour faire pousser un produit de haute qualité. Les protéines, nous assistons à une transition vers des parties végétaliennes où toutes sortes de produits organiques naturels sont utilisés comme alternative aux protéines, à la viande. Nous participons également à un certain nombre d'initiatives dans le cadre desquelles, par exemple, des insectes sont élevés en tant que protéines alternatives et où nous nous occupons de l'ensemble de l'eau ainsi que du processus de traitement de ces types de protéines alternatives. La pisciculture terrestre à grande échelle va remplacer la pisciculture au niveau de la mer. Et une ferme piscicole terrestre ne peut fonctionner que si elle dispose de suffisamment d'oxygène et d'eau propre. Vous voyez donc ici aussi que l'eau et la sécurité alimentaire, ainsi que l'énergie, sont totalement liées. Mais l'eau est au cœur du problème. Et c'est là que nous, en tant que groupe, et SOR avec sa mission eau, nous essayons vraiment d'aider nos clients à améliorer la valeur de l'eau et à les aider à résoudre leurs problèmes d'eau, d'énergie et d'alimentation. Et qui dit pénurie d'eau aborde aussi la question du dérèglement climatique et de ses impacts sur l'agriculture. Au Kenya, une femme s'est rangée avec détermination du côté des agriculteurs pour trouver des solutions de financement à leurs difficultés croissantes. Elle y a gagné une reconnaissance unanime puisqu'elle a été distinguée banquière africaine de l'année. Esther Kariuki, responsable du secteur agricole à Cooperative Bank of Kenya, avait parlé à notre correspondant à Nairobi, Jefferson Kinu. Ce qui est unique, c'est que la Coop Bank appartient aux agriculteurs. Nous disposons ainsi d'une ressource dédiée, d'une ressource financière pour eux par chaîne de valeur. Nous travaillons également en étroite collaboration avec des partenaires de développement tels que l'USAID. Nous travaillons avec des organisations comme la Banque européenne de développement et tout autre partenaire qui dispose d'un financement pour les activités que nous menons, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Nous disposons donc de notre propre fonds, de nos propres fonds que nous avons envie de mettre à la disposition des agriculteurs. Nous développons des produits très personnalisés pour eux, qu'il s'agisse de les accompagner avec des prêts en amont de la production pour les aider à acheter des engrais, ou encore de les soutenir dans la préparation des sols et du suivi des semis puis des cultures. Nous les aidons en leur accordant des avances pour la cueillette de la récolte, ce que nous appelons des avances sur récolte, qui leur permettent de cueillir s'il s'agit de café, de récolter le café au bon moment et de le transporter jusqu'à l'usine la plus proche. Nous leur donnons également des fonds de roulement pour leur permettre de transformer le produit afin d'en préserver la valeur. Enfin, nous finançons la chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent conserver le produit, l'entreposer et le vendre tout au long de l'année afin de profiter de la hausse des prix sur plusieurs mois. Nous les aidons également à accéder au marché. Nous établissons de nombreux partenariats et allons délibérément à la recherche d'acheteurs pour les matières premières et les produits que nous finançons, de sorte que dès que nos agriculteurs récoltent, ils ne voient pas trop les prêts et ne subissent pas les intérêts. Puis nous sommes en mesure de les transférer aux preneurs. S'il s'agit d'un acheteur de riz, s'il s'agit d'acheteurs de coton, les filatures de coton, s'il s'agit de café, les négociants en café. Nous sommes en mesure de les intégrer dans notre écosystème et nos agriculteurs ont accès au marché. C'est donc un modèle que nous avons développé et perfectionné au fil du temps. Quels sont selon vous les principaux enjeux du secteur bancaire africain dans les années à venir? Les défis auxquels nous sommes confrontés ici en Afrique sont généralement africains parce que nous sommes les banquiers de l'Afrique et des entreprises africaines. Les problèmes qui affectent l'Afrique sont donc ceux que nous devons surmonter en tant que banque africaine. Alors évidemment, l'accès aux garanties en est un.
Oui, l'accès aux garanties que vous pouvez utiliser pour débloquer des financements, mais aussi le cadre juridique, le cadre légal et réglementaire. Beaucoup des activités que nous menons ne sont pas bien réglementées, ce qui pose un risque important évidemment pour les investisseurs et en fin de compte pour le secteur bancaire. Aussi, les questions liées au changement climatique, je veux dire, même le financement de l'agriculture devient de plus en plus difficile. Nous devons donc continuer à innover dans ce domaine. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Au Bénin, le site de concassage de pierres de granit de Parakou est le lieu de travail quotidien de plus de 600 personnes, en majorité des femmes. Une activité particulièrement pénible, suivie de près par des organisations non gouvernementales inquiètes des conditions de travail sur place. Pourtant, aux yeux de ces femmes qui exercent plusieurs activités, le concassage demeure un moyen d'assurer la subsistance de leur famille. Elles se sont confiées à notre correspondant au Bénin, Didier Assogba. Regardez. À Parakou, deuxième métropole du pays, au nord du Bénin, plus de 600 femmes travaillent quotidiennement au concassage manuel de pierres de granit. Le site, communément appelé carrière dans la région, est situé à moins de 2 mètres de la voie inter-État Bénin-Niger, empruntée chaque jour par de nombreux camions. Des camions justement dont certains desservent les entreprises du BTP qui s'approvisionnent à la carrière. Ce travail manuel qui se fait dans la poussière, les bruits de bateaux et sous un soleil de plomb comporte beaucoup de risques. Mais c'est le mieux payé selon les femmes que nous avons rencontrées sur place. À la carrière ici, il y a plus de femmes que d'hommes, puisque les femmes ont trop besoin d'aide. Les enfants doivent manger. L'argent que je gagne, je suis en train de faire tontine avec, de réaliser quelque chose avec, d'autres activités à faire. Mais pour vite apporter l'argent, je vois que la carrière là, ça peut vite aider à gagner vite l'argent. C'est pour ça que j'ai choisi la carrière. Bon, j'ai débuté, ça fait au moins 3 mois. Aujourd'hui, j'ai déjà rempli 2 tonneaux. Je viens 6 fois par semaine à la carrière. L'activité en elle-même consiste à chauffer les effleurements de granit avec des feux de bois pour les faire éclater. Ensuite, les éclats sont concassés à la main avec des marteaux. Si tu as besoin d'un job, tu parles avec ceux qui sont là, ils vont te montrer quelque part où tu vas t'installer. Tu t'installes, tu fais ton job, c'est tout. Si tu es rapide, tu peux faire au moins 2 tonneaux comme ça par jour. Tu es payé à 1400 francs par tonneau. Nous venons ici à 6 h et nous rentrons à 19 h. Tel que moi, je suis en train de prendre le goût de la chose. Je ne sais pas si je vais arrêter carrément. Je peux choisir 2 fois par semaine, toute la semaine. Mais sauf si tu es fatigué, les dimanches, tu peux te reposer. Ça a beaucoup de risques. Parce que quand on casse ça, ça peut typer, nous blesser quelque part la main ou bien au pied, le visage. En tout cas, partout quand même, on reçoit des blessures comme ça de temps en temps. Est-ce que ces risques méritent ce qu'on gagne? On peut dire oui, hein, parce qu'il n'y a pas mieux. Venir à la carrière peut être un tremplin pour les jeunes filles en quête d'un moyen pour se lancer dans une formation sans moyens et sans soutien. C'est le passage obligé pour plusieurs femmes à la recherche de moyens de poursuivre une formation. Je suis venue à la carrière de Parakou pour avoir de l'argent pour payer mes frais de formation de couture. En cassant, caillou a eu ma main quoi. Ça a commencé par couler sang. À la carrière de Parakou, à part le concassage de pierres, il y a les ramasseuses de pierres.
Elle s'occupe de regrouper les pierres concassées à des endroits précis pour faciliter la tâche aux camions qui ne peuvent pas monter sur la colline. Elle gagne le plus bas salaire de la carrière. Si je viens ici, c'est juste pour faire le chargement. Je suis à 900 par jour et c'est 9 tonneaux. L'unité est à 100 francs. Et on me paye le même jour. Bon, si je charge, arriver à la maison, pour dormir parfois c'est difficile parce que je sens des malaises au niveau de mes articulations. Je fais ça parce qu'il n'y a pas mieux à faire. Je ne veux pas me prostituer. Après le plus grand marché de Parakou, ce lieu de concassage de pierres de granit est le deuxième pourvoyeur d'emploi des femmes de la ville. Consciente des risques qu'elles courent, la plupart des travailleuses de la carrière cotisent dans les tontines pour se lancer dans une autre activité. Mais la situation sur place demeure extrêmement préoccupante pour les ONG. Elle pointe l'absence d'eau potable en quantité suffisante ainsi que la présence sur place d'enfants travailleurs. Les droits des femmes, une préoccupation majeure pour nos invités de 2023. Parmi eux, Djaïli Amadou Amal, militante féministe, autrice lauréate de plusieurs prix internationaux. Cette femme de lettres née au nord du Cameroun n'a pas hésité à fuir 2 mariages, dont un forcé, pour vivre de sa passion de l'écriture et défendre les droits des femmes. Elle a raconté à Laurent Soustras sa lutte pour ce qu'elle appelle le féminisme essentiel. Eh bien, ça reste une question difficile parce qu'il y a évidemment le facteur socioculturel, il y a également la mauvaise interprétation des textes religieux, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu dont on ne parle pas. La précarité, par exemple, elle-même causée par les changements climatiques, par Boko Haram, etc. Donc, la condition des femmes, évidemment, s'aggrave quand il y a des crises. N'oublions pas, par exemple, la Covid. On voit qu'avec la crise sanitaire, eh bien, la condition des femmes, ça s'est aggravé tout simplement. Donc, à chaque fois qu'il y a un bouleversement, eh bien, les premières victimes sont évidemment les femmes et les enfants. Et quelles sont ces différences entre le féminisme en Occident et le féminisme en Afrique? Eh bien, nous sommes, je veux dire, en Afrique encore sur le féminisme essentiel. Essentiel, c'est-à-dire les droits les plus simples, droit à l'éducation, droit, voilà, à naître libre, à avoir les mêmes droits que les hommes, le droit de vote, le droit, l'essentiel, l'essentiel. J'étais justement à un débat un jour dans une conférence en Europe où j'avais d'autres femmes venues d'ailleurs. Et l'une des femmes qui fait partie d'une association très féministe, les Femmes, on sait de quoi on parle, elle était en colère dans la revendication et racontait avec toute la gravité nécessaire comment ils se battent au niveau des lycées pour que les filles aient le droit d'aller à l'école sans soutien-gorge. Et on me pose la question toute simple, qu'est-ce que vous en pensez, Djaïli? Eh bien, moi, je n'en pense absolument rien. Moi, je suis en train de me battre pour le contraire, pour que les filles aient le droit de mettre un pagne au-dessus de leur uniforme, si ça leur permet de continuer leurs études, de convaincre les directeurs des écoles que les uniformes de filles puissent être plus longs si elles en ont envie, si c'est ça qui peut leur permettre d'aller à l'école. Vous voyez, c'est encore sur l'essentiel qu'on se bat. Et en 2023, l'Afrique poursuit sa lutte contre le terrorisme, un combat qui concerne particulièrement l'ouest du continent. Au nord du Mali, l'armée soutenue par des mercenaires russes du groupe Wagner a annoncé s'être emparée de la ville de Kidal. Notre journaliste Sayon Kourouma avait recueilli à Bamako l'analyse de l'économiste Modibo Mahamadou, ancien conseiller aux affaires économiques et financières de la présidence du Mali sur la situation sécuritaire. Mais vous savez, la sécurité... c'est une grande nébuleuse, mais vous savez, c'est un combat de longue haleine. C'est un combat de longue haleine. Nous avons un vaste pays. Nous avons le second plus vaste pays de l'Afrique de l'Ouest après le Niger. Et vous savez que la chute de Muammar Kadhafi, suite à l'intervention de l'Organisation du Traité Atlantique Nord, l'OTAN, en 2011, a beaucoup affecté le Mali. Parce que, vous avez vu, il y a des groupes armés qui se sont retrouvés au nord de notre pays, qui se sont rebellés contre l'autorité de l'État malien.
On nous a envoyé une mission des Nations Unies de maintien de la paix, de stabilisation, alors que le problème, c'était la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est du terrorisme qu'il s'agissait. Et vous voyez aujourd'hui que ça s'est métastasé, c'est maintenant le Burkina, ça s'est étendu vers le Burkina, le Niger, et la jonction est en train de se faire vers le golfe de Guinée, alors que, comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc si des décisions fermes avaient été prises pour quand même lutter contre ces groupes armés terroristes à l'époque, évidemment, le pouvoir n'aurait pas été renversé, le pouvoir légitimement élu n'aurait pas été renversé au Mali en 2012. Quelle est votre analyse des stratégies mises en place pour combattre le terrorisme? Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui a été prouvé un échec selon vous? L'insécurité, ce n'est pas un phénomène circonscrit à un pays. Ce n'est pas un seul pays qui peut le combattre. J'ai toujours dit qu'il faut une coopération sous-régionale, régionale et internationale pour combattre l'insécurité et le terrorisme. Parce que ces groupes terroristes, mais ce sont des filiales de groupes internationaux. Le terrorisme, on ne le connaît pas en Afrique ici. Ça ne vient pas d'ici. Même si maintenant, nous avons des éléments qui sont des gens qui sont parmi nous, qui sont nos frères et nos sœurs. Mais tout cela vient d'ailleurs. Et donc je pense qu'il faut que les pays se donnent la main, qu'il y ait une coopération franche, sous-régionale, régionale au niveau africain, mais aussi internationale avec ceux qui ont les grands moyens pour pouvoir nous aider. Et je pense qu'il fallait plutôt commencer par renforcer nos propres moyens, parce que la pérennité, si vous voulez aider quelqu'un, vous l'aidez dans le sens de ce qu'il peut faire dans la durée. Vous ne venez pas installer des armées qui finiront par être des armées d'occupation et finalement, ça ne va vous donner aucun résultat. Et je pense que c'est ça l'échec de la lutte contre le terrorisme en ce moment au Mali et au Sahel. Et nous finissons l'année en musique, au plus près du rythme de l'afrobeat, dont la destinée est aujourd'hui internationale. Le Nigérian Mabinyori Kayode Idowu, compagnon de la première heure de Fela Kuti, nous a raconté ce qui reste de ce fabuleux héritage culturel. Là, il a donné le parole à les artistes pour dénoncer la société à tous les niveaux, à travers sa musique. Bon, on n'a pas beaucoup de les artistes qui profitaient de cette dimension aujourd'hui. Par exemple, il y a l'Afrobeats, qui n'a rien à voir avec la musique afrobeat. Afrobeat, c'est un mélange de la musique traditionnelle, juju, fuji, avec la musique électronique. Qui n'est pas le cas de Afrobeat. Afrobeat, comme nous savons, c'est une musique de combat, c'est une musique de le pauvre qui commence à travailler de lever de soleil et jusqu'à la fin de la soirée et qu'il a même à peine 15 euros à la fin du mois. La musique de Fela, c'est la musique de les pauvres qui ne voulaient pas mourir silencieusement, qui voulaient résister, qui voulaient réagir. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. C'était notre dernière édition pour cette année 2023. Mais bien sûr, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur notre site africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous et bonne fête de fin d'année.